Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus au jour 3 du camp de carrière 2025 où nous allons explorer ensemble les secrets pour bâtir une carrière réussie. Veuillez noter que cette séance est offerte en anglais et en français simultanément. Celle-ci est la version française. Si vous souhaitez participer à la séance en anglais, veuillez retourner au lobby et cliquer sur le lien pour la session anglaise. If you intended to join the English session, please return to the lobby and select the English session. Alors que je me joins à vous depuis Harare au Zimbabwe, où il est 20 heures en ce moment, je voudrais reconnaître les terres ancestrales des Shona, Ndebele, Tonga, Kalanga et d'autres communautés qui ont pris soin de cette terre pendant de nombreuses générations. Je leur rends hommage et je sais que beaucoup d'entre vous nous rejoignent du Canada, où nous reconnaissons les Premières Nations, les Métis et les Inuits, et leurs terres et leur souveraineté. Reconnaissons tous les territoires d'où nous participons à cet événement aujourd'hui. Et donc, le camp de carrière est la plus grande conférence du gouvernement du Canada et l'objectif premier est de vous soutenir dans votre cheminement de carrière. Au fur et à mesure que se déroulera cette séance, veuillez partager toute question que vous avez en utilisant le bouton questions et réponses dans la langue officielle de votre choix. Même si c'est une séance en français, on prendra les questions en anglais également. Vous pouvez voter pour les questions que vous voulez poser en cliquant sur le bouton pouce en l'air ou thumbs up. Et comme toutes les séances du réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux, celle-ci sera enregistrée afin que vous puissiez y accéder à une date ultérieure. En plus des enregistrements sur notre chaîne YouTube, nous proposons cette année une autre façon d'apprendre, une série de balados qui seront disponibles après le CDC sur Spotify et Apple Podcasts. Voilà. Bonjour de nouveau. Je m'appelle Adler Aristide. Je suis ambassadeur du Canada au Zimbabwe et haut commissaire du Canada pour le Botswana et le Malawi. Et je représente le Canada auprès du SADC. Et en termes de description physique, je suis un homme de race noire, visage plutôt allongé, euh, et né en trompette. Je me suis jamais euh, on m'a jamais demandé de me présenter moi-même en me décrivant le visage, donc j'espère que ça a été utile. Et avant de commencer, nous allons prendre un petit moment pour poser quelques questions de sondage rapide à nos participants. Il ne s'agit pas d'un test et ce n'est pas obligatoire de participer, mais je vous y encourage. Première question. Dans quelle mesure connaissez-vous l'impact des tendances mondiales sur la fonction publique canadienne? Il y a trois choix de réponse, très bien, plus ou moins bien et pas très bien. Je vous accorde quelques secondes pour y répondre. Deuxième question, selon vous, quel enjeu mondial a le plus grand impact sur la fonction publique canadienne? Les changements climatiques, la transformation numérique, la sécurité internationale, l'inégalité économique ou une autre. Donc, ce sont les deux questions que nous vous avons invité à répondre. J'espère que vous avez pu y répondre. Alors, je pense que j'ai assez parlé. C'est le moment d'introduire nos panélistes. Je suis accompagné de deux excellentes panélistes. Ben, je me suis présenté assez rapidement, donc je pense qu'on peut passer aux panélistes elles-mêmes. Catherine Weber. Cathy est directrice chez Apolitique, la plateforme d'apprentissage ou Apolitical. Elle est en charge des partenariats à Apolitical. Elle a passé plus de 15 ans à travailler dans les plateformes et sur les cours en ligne, notamment dans des postes antérieurs chez FutureLearn,
Epijam et Oxford University Press. Cathy est titulaire d'un doctorat de l'Université Brown aux États-Unis, où elle a créé et dirigé des expériences d'apprentissage en ligne. Bonjour Cathy et bienvenue. Bonjour tout le monde. Et je présente aussi Mélanie Prudhomme. Mélanie est responsable associée de la gouvernance et de l'administration publique, service de l'innovation dans la fonction publique au département des affaires économiques et sociales des Nations Unies, UNDESA. Mélanie Prudhomme travaille pour l'ONU depuis 2005. Avant de rejoindre l'ONU, Mélanie a travaillé pour le gouvernement français, pays dont elle est originaire, ainsi que pour plusieurs institutions européennes à Bruxelles. Mélanie est titulaire de deux masters de l'Université de la Sorbonne à Paris et en communication publique et politique, ainsi qu'en communication internationale. Bonjour et bienvenue, Mélanie. Bonjour, merci beaucoup Adler. Bonjour. Alors, on commence d'emblée. Dites-moi, on commence avec Mélanie. Parlez-nous brièvement de l'organisation que vous représentez et de votre propre travail au sein de cette organisation. Merci beaucoup Adler. Bonjour à tous. C'est un grand plaisir, un grand honneur d'être là. Alors, je vais être très brève pour la présentation de l'ONU parce que je pourrais passer le reste de ma vie à vous présenter l'ONU. C'est une structure tellement large, tellement importante, qui couvre tellement de domaines. Donc, comme vous le savez, l'ONU, c'est vraiment l'organe mondial par excellence qui existe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. En fait, cette année, les 80 ans d'organisation de l'ONU, des Nations Unies. Moi, j'y travaille depuis presque 20 ans. Euh, c'est une organisation qui est présente partout dans le monde. Moi, je travaille au siège à New York. Je suis actuellement dans mon bureau. Au siège des Nations Unies à New York. Il y a plusieurs sièges, mais celui-ci est situé à New York. Les trois piliers des Nations Unies, comme vous le savez, sont le développement, et notamment le développement durable, la paix et la sécurité, et les droits de l'homme, avec un grand H, les droits des hommes et des femmes, les droits humains. Euh, et depuis à peu près 2 ans, je travaille pour le département des affaires économiques et sociales des Nations Unies, qui est aussi un immense département. Plus précisément, je travaille au sein de la division des institutions publiques et du gouvernement digital, qui est en charge de beaucoup de projets, beaucoup de mesures. Ça, j'y reviendrai, je pense, au cours de l'intervention. Mon rôle principalement est vraiment lié à la communication, euh, parce que c'est mon expertise et c'est mon expérience de 20 ans au sein des Nations Unies et auparavant également. Donc, de mettre en avant ce que nous faisons, de rendre public tout ce que nous mettons en place, et ce, dans le plus de langues possible, dans le plus de pays possible, pour atteindre les cibles les plus larges possibles. Donc, voilà, pour résumer très brièvement. Très bien, Mélanie. Alors, même question à vous, Catherine. Votre organisation et votre propre rôle. D'accord, merci beaucoup et également c'est un grand plaisir d'être là. Euh, Apolitical, c'est juste un tout petit peu peut-être moins connu et plus petit que l'ONU, mais on est la plus grande communauté au monde pour les fonctionnaires en ligne. Et Apolitical propose des formations sur des sujets allant de l'IA au climat, développées en collaboration avec les gouvernements et les universités, ainsi que des événements en direct et des communautés où les fonctionnaires peuvent venir partager leurs meilleures pratiques. Nous sommes fiers d'accueillir des dizaines de milliers de membres du secteur public au Canada et nous avons hâte de lancer davantage de nos ressources en français et dans d'autres langues cette année, 2025. Et pour mon rôle à Apolitical, je travaille surtout avec tous les gouvernements qui sont des partenaires de Apolitical pour comprendre leurs besoins, ce qui va leur aider à soutenir les fonctionnaires, soit que ce soit l'IA, que ce soit le climat, que ce soit d'autres sujets, d'autres communautés, d'autres moyens pour être utile. Et donc, ça fait un grand plaisir d'être là. Je vais arrêter là. Mhm.
D'accord, merci Catherine. On va peut-être rester avec vous. Vous avez raison, pour nous, les fonctionnaires, on vous connaît assez bien et political. Ça fait 20 ans que je suis dans la fonction publique et la moitié de ce temps-là, je suis au courant de ce que vous faites. Alors, pour nos participants, on sait que beaucoup de gouvernements à travers le monde font confiance à apolitical pour aider à moderniser l'appareil de l'État ou à former leurs fonctionnaires. Euh, Quelles sont les lacunes que vous êtes plus souvent appelés à combler dans ces institutions-là et quelles sont les solutions innovantes que vous proposez? D'accord. Très brièvement, je dirais que le gouvernement numérique est probablement le déficit de compétences qui revient le plus souvent, même s'il est de plus en plus admis que les gouvernements disposent de services numériques et que ces services répondent à l'expérience utilisateur du secteur privé. Nous voyons également ce que nous appelons des compétences de pouvoir, des besoins permanents tels que la gestion des parties prenantes, la réflexion stratégique et la rédaction au sein du gouvernement. Il existe également des besoins plus émergents, par exemple en matière de l'IA et du climat. On va parler peut-être un peu plus de ces domaines-là pendant cette session. Mhm. Merci. Et Mélanie, de votre côté, on sait que nos gouvernements et le système multilatéral dont l'ONU est au centre font face à des défis très grands en ce moment, des défis sans précédent, dont le changement climatique que Catherine vient de mentionner et le développement durable. Quelles sont les approches créatives et innovantes que le UNDSA met de l'avant pour essayer de répondre à ces défis? Mhm. Oui. Aussi, je vais essayer de résumer parce que la réponse serait vraiment immense. Mais d'abord, il faut bien préciser que UNDSA travaille dans le contexte des Nations Unies. Donc, tout ce qu'on fait s'inscrit dans le contexte, en l'occurrence, de l'agenda 2030, donc qui sont les 17 objectifs de développement durable qui ont été votés par tous les États membres en 2015. Euh, juste pour rappel, ce sont 17 objectifs pour la planète entière qui s'échelonnent de l'éradication de la pauvreté jusqu'à la paix sur Terre, la coopération entre les peuples, en passant par l'égalité des sexes, la lutte contre les changements climatiques, etc., etc., l'éducation, enfin, vraiment tout un panel de problèmes et de solutions, on espère, très, 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 très large. Dans le cadre de cet agenda 2030, deux des exemples que je peux citer en termes d'approche créative et innovante pour notre département et plus particulièrement pour notre division concernent le Forum des Nations Unies sur la fonction publique, qui est un événement mondial vraiment unique qui a lieu tous les ans de renforcement des capacités en matière de gouvernance publique, qui offre une plateforme vraiment pour explorer et discuter et apprendre en fait sur d'une part évidemment les défis, les problèmes, mais aussi les tendances émergentes parce qu'elles évoluent très rapidement comme on le sait en matière de gouvernance publique, mais aussi quelles pratiques innovantes existent, ont été déjà implemented par certains pays, certaines régions pour faire face à ces défis et quelles stratégies, quelles approches, en fait, quels outils de renforcement des capacités nous pouvons mettre en place pour appuyer en fait et venir oui appuyer les politiques de développement durable. Donc c'est un forum très important qui a lieu tous les ans, qui est organisé par notre département, notre division. Chaque année, en fait, le forum se concentre sur un domaine critique qui est vraiment spécifique à la gouvernance publique et explore les différentes dimensions et les différentes composantes de manière holistique.
Euh, le deuxième exemple que je voudrais citer, c'est le prix des Nations Unies, le prix du service public des Nations Unies. Euh, c'est vraiment une reconnaissance. À ma connaissance, c'est la seule qui existe dans enfin, à cette échelle. Une reconnaissance de l'excellence dans le service public. Donc, c'est un prix qui est décerné tous les 2 ans par les Nations Unies pour récompenser les initiatives les plus créatrices, les plus créatives et les plus innovantes dans le service public, qui conduisent vraiment à une administration publique plus efficace, plus réactive, et ce, dans les pays du monde entier. Les reconnaissances se font à la fois pour les initiatives au point de vue local, national, mais aussi multilatéral. Euh, et donc vraiment, les pôles de connaissances du service public fournissent euh, une base de données qui est maintenant, qui a plus de 20 ans, extrêmement importante sur des initiatives qui ont eu lieu dans le monde entier, euh, et dont certains ont été même lauréats, effectivement, de ce prix. Et d'ailleurs, le Canada, le Québec en particulier, a reçu ce prix en 2022, si je ne m'abuse. En tout cas, c'est la dernière en date pour le Canada, pour une initiative qui était fantastique sur l'égalité salariale. Voilà quelques exemples. Super. Merci, Mélanie. Alors, je pense la prochaine question sera pour vous deux. Et peut-être on reste avec toi, Mélanie. On ne peut pas parler de tendance mondiale ces jours-ci sans évoquer le rôle de l'intelligence artificielle Mhm. au sein de nos organisations, au sein de nos entreprises, dans nos vies même. Alors, je suivais une émission récemment où j'ai entendu le gérant de Netflix dire que l'intelligence artificielle ne va probablement pas faire disparaître les emplois des salariés, mais quelqu'un qui est capable de travailler avec l'intelligence artificielle va probablement nous supplanter et vous supplanter et prendre votre emploi. Ce qui veut dire que c'est incontournable. Alors, où est-ce qu'on est rendu au sein de votre organisation dans l'adoption de l'intelligence artificielle et quels conseils est-ce que vous avez pour les employés qui souhaitent développer leurs capacités dans ce domaine? Alors, effectivement, c'est un sujet très, très, très important et de plus en plus important. Encore une fois, le système des Nations Unies est très très large, donc il faut bien comprendre qu'il y a de nombreuses agences et de nombreuses entités dans le système des Nations Unies qui s'intéressent de près à ce sujet-là. Et que la compréhension de l'intelligence artificielle est un petit peu différente, enfin en tout cas le focus est un petit peu différent en fonction de si on travaille à l'UNICEF par exemple, qui est spécialisé pour les enfants et l'enfance et l'adolescence, ou alors UN Women pour les femmes, etc. Bon. Ça, c'est un point de départ important. Je veux aussi dire que c'est un sujet qui a été abordé de plus en plus, notamment par l'Assemblée générale, donc c'est l'organe qui regroupe les 193 États membres des Nations Unies, et que l'année dernière, en 2024, 2 résolutions très importantes ont été adoptées spécifiquement sur l'intelligence artificielle, et qui soulignent en fait à la fois le potentiel de l'intelligence artificielle pour soutenir ou alors pour entraver la réalisation des objectifs des Nations Unies, nos objectifs communs à tous. Euh, Ce que je souhaite transmettre ici comme message en fait par rapport à l'intelligence artificielle, c'est d'inviter en fait vraiment les gens à se pencher sur les différents textes et outils qui sont publiés par les Nations Unies sur ce sujet. Donc en l'occurrence, ces résolutions, mais aussi ce qui est publié par le Pacte numérique mondial. C'est vraiment le pacte mondial, c'est le cadre global pour la gouvernance mondiale des technologies numériques et de l'intelligence artificielle des Nations Unies. Il a été mis en place relativement récemment. Vraiment, ça trace une feuille de route sur la coopération numérique mondiale pour
réaliser en fait l'immense potentiel, mais aussi combler les fractures numériques. Et juste en septembre de l'année dernière, au moment de l'Assemblée générale, les dirigeants mondiaux en fait se sont réunis ici pour le sommet des futurs et ont adopté le pacte pour l'avenir qui comprend ce pacte numérique mondial. Donc ce que je souhaite euh, souligner ici, c'est vraiment d'inviter tout le monde à s'intéresser en fait à ce que les Nations Unies en particulier, c'est que dans ce cadre, le cadre que je viens d'évoquer, dit de l'intelligence mondiale parce que je trouve que pour l'instant, on a beaucoup d'informations sur les exemples très innovants, des exemples un peu partout dans le monde de technologies qui sont très très innovantes ou alors très menaçantes, parfois ce sont les mêmes. Mais c'est très difficile d'avoir une vision globale, une vision d'ensemble, et c'est précisément l'atout que nous offrons évidemment en tant que plateforme mondiale. Je voudrais vraiment mettre un point d'honneur à dire ceci. Euh, il y a aussi également des conclusions très importantes qui sont sur le point d'être publiées. Il y a un document qui s'appelle le e-Government Survey, c'est l'étude des Nations Unies sur l'administration en ligne. Et le dernier en date est sur le point d'être publié. Les annexes, en l'occurrence, ont beaucoup d'informations sur l'intelligence mondiale. Encore une fois, avec le regard global qui nous caractérise. Donc, voilà ce que je voudrais dire pour l'instant. Merci, Mélanie. Même question pour vous, Catherine. Quelle est la place que prend l'intelligence artificielle au sein de ePolitical? Où est-ce que vous êtes rendu dans l'application et quels conseils vous avez pour ceux qui sont intéressés à améliorer leurs compétences? D'accord, merci beaucoup. Je vais commencer un peu avec comment on travaille avec l'IA dans l'organisation parce que c'est peut-être intéressant. Il y a peut-être des parallèles pour d'autres qui sont ici. Pour nous, on essaie d'être assez réactif, mais aussi d'avoir tout. Pardon, tous les thèmes de sécurité les sujets, genre comment faire ça avec de la responsabilité du gouvernement, avec les gouvernements avec qui on travaille. Et donc, on essaie plusieurs tools, mais toujours avec plein de sécurité avant d'essayer. Mais une fois qu'on est sûr que c'est quelque chose qu'on peut partager avec les gouvernements, ça peut être très utile. Par exemple, dans plusieurs cours en ligne pour ePolitical, on peut demander où se trouvent les thèmes sur ce sujet dans le cours ou dans les documents qui soutiennent le cours, où est-ce qu'on peut trouver des références, etc. Et ça, c'est vraiment beaucoup plus puissant qu'un search engine classique. On peut vraiment avoir des questions très spécifiques pour être très efficace, plus efficace dans l'information qu'on cherche. Et donc ça, on a lancé il y a à peu près un an et on trouve et on a du feedback que ça peut être très utile. Et aussi, on essaie dedans l'organisation quelques exemples pour. Je suis sûre que vous avez tous essayé des assistants IA pour avoir des meeting notes et des choses comme ça. Il faut choisir le bon tool qui est bon. Sécurité, je peux pas renforcer plus, mais ça peut être très, très utile. Et donc, on essaie comme on dit en anglais, walk the walk, parce qu'on veut bien soutenir les fonctionnaires en tant que cours en ligne et tout ça, mais on essaie aussi de voir dans l'organisation
qu'est-ce qu'on peut faire pour être plus efficace, pour essayer, pour partager nos expériences avec nos members. Euh, et pour les cours en ligne et les communautés et toutes les autres ressources qu'on partage avec les gouvernements, euh, on voit surtout que l'impact de l'IA ne se limite pas au secteur privé. On entend de plus en plus. On travaille par exemple avec les gouvernements de l'Estonie et du Royaume-Uni qui sont assez en avant avec l'IA, mais avec plein d'autres gouvernements aussi. On travaille avec plein de gouvernements, par exemple en Afrique, en Indonésie, et on voit plein d'expérimentation et d'ouverture pour ce domaine. Euh, et on a quelques références aussi qui sont peut-être intéressantes. Par exemple, l'année dernière, l'Institut Turing, ici au Royaume-Uni, a estimé que plus que 80% des processus répétitifs au sein du gouvernement pourraient être automatisés grâce à l'IA. Ça, c'est peut-être un peu provoquant, mais quand même, c'est intéressant de voir, de tester un peu. Est-ce que c'est vrai? Et qu'est-ce que ce sont ces processus? Et si c'est vrai, qu'est-ce que ça veut dire pour, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire en plus au sein du gouvernement qu'on ne pouvait pas faire parce que on avait besoin de faire tous ces processus répétitifs, etc. Mhm. Donc, en tenant compte des commentaires de nos membres, fonctionnaires et de nos partenaires gouvernementaux, nous avons développé pendant ces 13 mois, 14 mois à peu près, des formations pour débutants sur l'IA pour le secteur public, ainsi que des séances d'information à l'intention des dirigeants et un outil pour comprendre votre propre niveau de préparation à l'IA aussi. Et ça serait bientôt entièrement disponible en français et en anglais. Et si c'est possible, je pense qu'on a un lien pour des ressources. Il y a un en particulier qui est déjà disponible en français et les cours en ligne. Maintenant, c'est en anglais, mais bientôt, ça serait en français aussi. Oui, ça peut être utile quand même de mettre les liens, même si c'est en anglais, et en attendant que les ressources en français soient disponibles. Euh, Merci Catherine. Donc, ce que j'ajouterais avant de passer à la dernière question que j'aurai pour vous, en attendant avant qu'on passe aux questions-réponses, et puis je vois que les gens commencent à voter pour les questions qui sont là, et donc on en vient à ces questions-là dans un petit moment. Euh, je suis à l'étranger depuis 4 ans, donc je travaille à Affaires mondiales, mais dans une ambassade, on n'est pas toujours au courant de l'ensemble de ce qui se passe à l'administration centrale. Les applications que j'ai vues les applications les plus courantes que j'ai vues au sein de mon ministère, c'est comme tu as mentionné, Catherine, les notes de rencontre, par exemple, les sommaires des rencontres. Euh, on essaye de plus en plus de les compiler par intelligence artificielle, les nouvelles et les articles d'intérêt pour notre gestion. Donc, c'est un processus assez manuel qu'on faisait pour renseigner nos ministres, nos sous-ministres, etc., sur ce qui se passe dans le monde, pour les équiper avec les informations dont ils ont besoin pour orienter leur journée. Puis là, on essaie d'automatiser tout ça. Puis il y a des rapports, des notes de brefage de temps en temps qu'on essaie de faire à travers l'intelligence artificielle, mais je dirais que l'utilisation jusqu'à présent n'est pas tout à fait optimale. Il reste du chemin à faire pour avoir des produits qui sont d'aussi grande qualité que ton meilleur analyste peut produire au sein de ton organisation. Alors, passons à la dernière question de ce volet. Et cette question-là concerne un sujet qui est d'intérêt, j'imagine, pour la plupart de ceux qui assistent à cette séance. Les cultures de travail ont pas mal changé ces dernières années au sein du gouvernement et dans le secteur privé, surtout depuis la pandémie.
et ceci à travers le monde. Euh, euh, Travail à distance, travail au bureau, le travail en présentiel semble faire un retour en force au sein de nos organisations, ce qui fait des mécontents, je dois l'admettre, y compris au sein du gouvernement fédéral canadien. Comment vos organisations s'y prennent-elles pour répondre à leurs besoins corporatifs essentiels, à tous leurs besoins corporatifs, on va dire, et en même temps continuer à être flexibles avec leurs employés sur la question du travail à distance? On peut commencer avec toi, Catherine. D'accord. À Apolitical, en ce moment, nous travaillons de manière hybride. Et ça, c'est peut-être naturel pour nous parce que, bon, on travaille avec des gouvernements partout dans le monde, on a plein de ressources en ligne, on fait des webinaires en ligne et tout ça, mais quand même, on trouve que c'est important pour ceux qui peuvent de se retrouver au bureau dans une façon assez régulière. Donc, pour ceux d'entre nous qui vivent près de Londres, nous, on a le siège à Londres. Nous sommes au bureau 2 jours par semaine en donnant la priorité à notre réunion à All Hands. Mais nous avons également des membres entièrement à distance dans d'autres parties du monde car nous travaillons avec de nombreux gouvernements mondiaux. Et pour les fonctionnaires avec qui on travaille, nous proposons un cours sur le travail hybride dans la fonction publique. Je pense que c'est dans les liens qui sont partagés dans le chat. Et ça, c'est destiné à soutenir ceux qui partagent ce mode de travail. Mais cependant, comme vous, nous avons remarqué des changements dans la demande car de plus en plus de lieux de travail, y compris le gouvernement, privilégient la présence au bureau. Donc, ça évolue, mais nous, on essaie d'être flexible pour nous dans notre organisation et aussi pour répondre aux besoins des gouvernements avec qui on travaille. Mhm. Même question, Mélanie. Vas-y. Alors, pour nous, c'est aussi une question complexe parce que c'est un équilibre qui est difficile à établir. Et il faut évidemment préciser que euh, tous les corps de métier sont représentés ici. Si je parle simplement juste du siège ici à New York, et même uniquement du secrétariat des Nations Unies, les corps de métier, je ne peux même pas tous les citer, ou même une fraction, hein. Il y a aussi bien des interprètes, des électriciens, des experts dans tous les domaines possibles et imaginables, des ingénieurs, des gens qui font des sites internet, des personnels militaires, des personnels du protocole, des gens qui font de la veille médiatique. Enfin, bon, la liste est interminable. Donc, il y a des fonctions qui exigent d'être en présentiel tout le temps, en permanence. Et évidemment, tous ces personnels de la sécurité, etc. Bon. Donc, il y a des gens qui viennent tout le temps. Il n'y a pas vraiment de... L'ONU, ici, le siège est fermé au public le week-end et le soir, mais le bureau est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'être là around the clock. Euh, Certains postes de travail, comme le mien par exemple, on a de la chance d'avoir plus de flexibilité et d'avoir aussi la possibilité de travailler en hybride. Comme Catherine vient de le décrire, nous, on a le droit d'être en télétravail jusqu'à 2 jours par semaine et 3 jours au bureau. Mais encore une fois, il faut vraiment bien comprendre que les situations varient. Là, je vous parle vraiment d'une petite proportion du personnel des Nations Unies, parce qu'évidemment, il y a des gens qui sont dans d'autres pays, dans les missions de maintien de la paix, etc., etc. Donc là, les situations sont très, 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 très différentes. Voilà, pour résumer. Mhm. Très bien. Bon, euh, en mission à l'étranger, c'est un débat un peu plus difficile à avoir parce que on est dépêché pour être sur le terrain de sorte qu'on soit en contact direct avec nos partenaires. Donc, et démontrer à Ottawa qu'on est en mesure de faire notre travail de la maison voudrait dire que on nous demanderait de faire le travail à partir d'Ottawa plutôt que de nous envoyer jusqu'ici au Zimbabwe ou au Botswana ou au Nigeria ou en Afrique du Nord, au Maroc.
Donc, quand on travaille en poste à l'étranger, en mission, le travail se fait surtout en présentiel. Évidemment, il y a une flexibilité si on est malade, si on revient d'un long voyage. Par exemple, on peut travailler de la maison, mais le travail se fait surtout au bureau de sorte que les gens puissent être disponibles pour partir à une rencontre avec le chauffeur de l'ambassade à n'importe quel moment, parce que ces opportunités-là se présentent. Mais la réalité peut être assez différente à la centrale, à Affaires mondiales, ces jours-ci. Je pense que on doit être au bureau au moins 3 jours par semaine. Et pour les gestionnaires, pour les cadres exécutifs, je pense que ça va jusqu'à 4 jours. Mais c'est encore quelque chose qui est en rodage. Il faudra voir. Bon, et je pense que, il nous reste à peu près 24-25 minutes. On va prendre les questions qui nous sont posées, Mélanie et Catherine. Et j'essaie de voir quelles sont les questions qui ont reçu le plus grand nombre de votes. Pour le moment, c'est une question avec 8 voix. Et c'est celle-ci. Selon vous, face à l'évolution des défis mondiaux, quelles aptitudes et compétences les fonctionnaires devraient-ils impérativement acquérir pour rester efficaces dans un contexte mondial? Donc, c'est quoi les compétences qui nous rendent le plus compétitifs possible dans le monde en évolution dans lequel on est? Est-ce que tu commences, Mélanie? Je te vois hocher la tête. Oui, parce qu'il y en a beaucoup. Je hoche la tête, oui. Parce que c'est une question importante pour nous tous. Alors, par où commencer? Euh, Moi, mon point de vue, c'est que alors, les deux choses auxquelles je pense le plus, qui sont enfin, que je vois émerger de façon le plus urgente, disons, parce que encore une fois, la liste pourrait être très longue, mais d'une part, les connaissances vraiment techniques et technologiques. On parlait de l'intelligence artificielle, mais ça en fait partie, mais au-delà de ça, je trouve que, en fait, de plus en plus, on nous encourage, ou en tout cas la réalité nous encourage, voire nous force à être un, comment dire en anglais, un one-stop shop. Ça veut dire qu'il faut savoir un petit peu, dans notre domaine de connaissances, il faut savoir un petit peu tout faire soi-même. Et je pense que c'est pas seulement propre aux fonctionnaires, je pense que c'est vrai pour beaucoup, voire tous les corps de métier. J'entendais l'autre jour une interview d'un acteur ici aux États-Unis qui disait en fait maintenant il faut savoir chanter, danser, mettre ses vidéos en ligne, faire de editing de vidéos, etc. Et en fait c'est vrai aussi pour moi, je trouve que c'est vrai pour mon métier aussi. Quand je pense à la communication, il y a 20 ans, quand j'ai commencé, c'était très différent. Maintenant, je dois faire, j'ai dû apprendre à faire du design, des sites internet, des choses beaucoup plus techniques que juste des communiqués de presse et de l'événementiel. Donc, vraiment, la technologie est vraiment clé dans tout ça parce que on voit ici presque un divide entre les staffs qui arrivent, qui se débrouillent, qui arrivent à suivre avec les technologies et ceux qui ont vraiment du mal, qui peut-être appartiennent à une génération un petit peu différente ou à une culture de travail un peu différente. Ça, c'est vraiment un très gros chapitre. Le deuxième chapitre, je trouve que est lié vraiment à l'émergence des fausses informations et de la désinformation. Parce que ça, on y est tous confrontés, plus que jamais, je crois, dans l'histoire de l'humanité. Et c'est surtout que le partage de ces informations fausses et des désinformations est plus rapide que jamais. Donc, le développement de compétences par rapport à le- comment vérifier les informations. Parce que l'information, c'est clé dans tout ce qu'on fait, dans tous nos corps de métier. Euh, et c'est ce qui nous permet voilà, de faire notre travail. Il y a pas, je pense pas, je n'arrive pas à penser à d'autres, une fondation plus importante que celle-là. Euh, donc, non seulement être vecteur de la bonne information, mais aussi pour notre propre euh, pouvoir, entre guillemets, euh, savoir exactement
comment chercher une bonne information, comment vérifier les informations auxquelles on est confronté tout le temps, sans arrêt, dans un flot permanent. Je crois que c'est vraiment en train de devenir une des compétences critiques et encore une fois, une compétence que nous n'avons pas forcément apprise à l'école, euh, mais qu'il faut savoir voilà, trouver le bon training, le bon, les- la bonne façon de corriger le tir. C'est vraiment les deux choses les plus importantes, les plus urgentes qui me viennent à l'esprit sur ce sujet. OK. Mélanie, Catherine, vas-y sur la même question. Merci. Je voulais peut-être commencer par dire un grand plus one pour tout ce que Mélanie a partagé, surtout sur la vérification de l'information. Pour nous, par exemple, pour nous, c'est très, très important de vérifier que tous les membres, tout ce qui essaie de rejoindre et political, sont des vrais fonctionnaires dans un gouvernement. Hmm. Ou ça peut être le gouvernement au niveau de la ville ou de l'État, de la, ou national, mais ça doit être un verified public servant. Donc, pour nous, ça, c'est très important et également que nos cours sont vérifiés par les experts dans les universités, etc. Ça, c'est pas vraiment c'est pas la même chose que les autres réseaux sociaux, etc. Mais pour nous, c'est important et on voit aussi que c'est un sujet important pour tous les fonctionnaires avec qui on travaille, que ce soit pour les élections, que ce soit la question de supprimer quelques réseaux sociaux ou de ne pas, et qu'est-ce qui soient les conséquences de toutes ces décisions. Donc, on a quelques ressources sur le sujet et on a des considérations qu'il faut euh, euh, pour nous tous les jours, par exemple, encore pour vérifier les members du plateforme. Euh, mais à part ça, je vais tourner à d'autres compétences aussi. Par exemple, pas très surprenant peut-être, mais encore le numérique, les données de l'IA, ça va pas disparaître. Et les fonctionnaires à tous les niveaux, on trouve, devront posséder un certain niveau de maîtrise pour faire avancer les missions du gouvernement. Mais je pense également aux autres sujets, genre le climat. Je vais donner un exemple. On travaille avec un des gouvernements régionaux de l'Afrique du Sud. Et pour eux, c'est très important de créer avec nous un cours pour expliquer à tous les nouveaux fonctionnaires pourquoi le climat, c'est important pour leur rôle. Pour que c'est plus que quelque chose qui est considéré que ça, c'est pour le département de l'environnement, mais c'est pas pour nous parce que nous, on est dans le transport ou nous, on est dans le domaine de santé, etc. Il faut expliquer comment il y a des conséquences pour tous les rôles dans le gouvernement. Donc, je pense d'abord au sujet genre le numérique, mais aussi le climat. Mais il existe aussi des compétences plus vastes comme la réflexion stratégique et même l'ouverture à l'apprentissage de nouvelles compétences. Ça, c'est peut-être le plus important qu'on voit parce que ça peut être... on travaille souvent avec des fonctionnaires qui avaient des longues carrières, qui ont des longues carrières, mais qui sont vraiment ouverts et qui voulaient savoir comment confronter ou le challenge ou l'opportunité de que ce soit l'IA, que ce soit un des autres sujets un peu plus émergents. Ouais, merci Catherine. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit toutes les deux. Euh, et puis j'ajouterais en termes de compétences qui transcendent les tendances et les changements technologiques, la communication écrite et orale. Euh, Même avec toutes les technologies dont on parle, on en a besoin dans tous les formats.
format rapport de recherche, format note de greffage, format médias sociaux. Pouvoir communiquer de plusieurs façons, à l'oral et à l'écrit, va rester une compétence importante. Donc, capacité d'écriture forcément. Et capacité d'analyse stratégique, je pense que Catherine l'a mentionné. Euh, Travailler avec la technologie, ne pas la résister. Donc, tu résistes à celle-ci, il y aura une autre demain, mais si plus on s'y engage, moins on va être intimidé par la nouvelle technologie qui se présente. Puis les langues. Si on veut travailler en diplomatie surtout, les langues, les connaissances linguistiques vont demeurer parce que ça permet de bâtir des ponts tellement rapidement. Ça permet aussi de travailler à travers les cultures, à travers les pays, à travers euh, les, euh, les communautés. Et puis, bâtir et maintenir des réseaux en diplomatie aussi, puis dans d'autres domaines, c'est clé. Et l'intelligence artificielle ne va pas prendre à cette tâche-là et la faire pour vous. Ça peut aider en pouvoir, en arrivant à maintenir, à organiser son carnet de contacts, mais je pense que le travail d'entretien de ces relations-là va rester une tâche très humaine. Euh, voilà pour ajouter un peu à ce que vous avez dit. Donc, prochaine question. Il y en a une avec 8 voix. La question à laquelle on vient de répondre a obtenu plus de 10 voix entre-temps. Donc, question avec 8 voix. Je suis étonné que vous n'ayez pas parlé des enjeux environnementaux et sociaux globaux en lien avec les développements technologiques, intelligence artificielle ou autres. Pourriez-vous développer cet aspect de l'enjeu technologique, donc l'impact environnemental, les enjeux environnementaux, les enjeux sociaux? Et je pense que la réponse sur la désinformation, donc je pense que ça a touché un peu à cet aspect-là, mais je vais demander à Mélanie d'essayer d'élaborer un peu sur les enjeux environnementaux et sociaux qui sont liés au développement technologique. Alors, encore une fois, une très, très, très vaste question. Euh, Mon premier réflexe, ce serait vraiment d'en référer encore une fois au cadre des objectifs de développement durable qui guide vraiment une énorme partie de notre travail et et qui évoque oui, enfin, qui font plus qu'évoquer d'ailleurs, certains de ces objectifs sont très clairement sur les changements climatiques et la façon dont les sociétés sont affectées par différentes choses et notamment l'émergence des technologies. Euh, j- j'ai du mal c'est un petit peu délicat parce que c'est une question dans laquelle soit on peut passer 24 heures, soit y passer 2 minutes, je trouve ça un petit peu délicat. J'ai pas vraiment de, j'ai pas vraiment d'éléments pour que ce soit une réponse très très courte, enfin assez courte dans le temps qui nous est imparti. Mais si tu as un follow-up qui est plus spécifique, je peux essayer. Alors, Catherine, veux-tu essayer enjeux environnementaux et sociaux en lien avec les développements technologiques? Parce que il y a de grands impacts sur les sociétés. Les médias sociaux, par exemple, surtout dans un monde où on ne sait pas à quelle information se fier, où nos enfants passent du temps euh, incroyable euh, sur leur téléphone et apprennent bien moins les choses utiles que nous, on a pu apprendre quand on était plus petit, avec moins de distractions. Donc, les difficultés qu'ont certaines adolescentes en classe parce qu'ils sont tellement habitués à TikTok où tout change à chaque 15 secondes. Et donc, ils ont la difficulté de se concentrer quand il s'agit de lire un livre, quand il s'agit d'apprendre dans une salle de classe. Donc, il y a tout ça et bien d'autres. Les possibilités que les conflits
armée soit exacerbée parce qu'on fait circuler de l'information euh, qui attaque une ethnie qui déjà se sent coincée, puis il n'y a pas le temps de vérifier que cette information-là n'est pas vraie, puis les conflits deviennent plus violents et plus prolongés. Donc, il y a tout ça comme enjeu, pour ne citer que quelques-uns qui me sont venus pendant que je lisais la question. Donc, Catherine, si tu as eu le temps de penser un peu, et peut-être Mélanie, si tu as autre chose à ajouter. D'accord. Je vais prendre peut-être juste quelques exemples parce que je suis d'accord que c'est un sujet assez vaste. On peut passer beaucoup de temps. Mais oui, pour partager quelques exemples, par exemple, dans le domaine de l'IA, j'ai pas mentionné, mais c'est très, très important pour nous et je sais que c'est important pour le gouvernement avec qui on travaille de parler beaucoup de l'éthique, de responsible algorithms, algorithmes, euh, Mhm. qu'est-ce qui sont les conséquences, les informations qui sont dedans, qu'est-ce qui sont des préjudices qui sont à la base, peut-être. Donc ça, c'est très important et on travaille surtout avec des experts qui partagent, bon, qui partagent de l'expertise sur ces sujets. Par exemple, Stanford's Human Centered Artificial Intelligence Institute, je pense que c'est un peu dans leur nom, le human-centered aspect de ce département à Stanford et également, par exemple, avec le Oxford Internet Institute. Donc, on essaie vraiment d'avoir des ressources à ce sujet pour les gouvernements. Mais aussi pour le climat, l'environnement. Ça, vous n'allez pas voir ça sur le site en ce moment parce que c'est en train de se développer, mais on a pour l'été, donc bon, dans 5 ou 6 mois, on va lancer un cours en ligne qui va considérer les opportunités pour l'IA, pour trouver peut-être des solutions, quelques solutions technologiques dans le domaine du climat, mais aussi les conséquences pour le climat à cause des ressources qui consomment l'IA. Ça peut être les systèmes d'eau, bon, le pouvoir, l'énergie, tout ça. Et donc, on trouve en parlant avec les gouvernements que les deux côtés de ce sujet sont très importants. Et donc, on va essayer d'avoir des ressources qui peuvent commencer au moins la conversation pour comment se confronter à ça. Mais je vais m'arrêter ça parce que sinon, je pense que oui, c'est un sujet assez vaste. Passer beaucoup de temps sur ça, c'est juste un tout petit exemple. Mhm. OK. Il y a une autre question sur l'intelligence artificielle qui a beaucoup de votes, mais je pense qu'on a fait un peu qu'on a fait un peu le tour. Donc, laissez-moi prendre celle qui a 6 voix. Donc, celle-là, elle avait 7. Il y a une question qui a 6 voix. Et ça parle de carrière à l'international. Y a-t-il des passerelles pour devenir agent du service extérieur quand on est à un niveau EX1 ou EX2 dans la fonction publique fédérale? Sinon, quelle est la meilleure manière d'y parvenir quand on a une carrière en communication, par exemple? OK, je vais devoir prendre celle-là, étant d'affaires mondiales. C'est vrai que c'est beaucoup, beaucoup plus facile d'entrer à Affaires mondiales Canada euh, avec les postes des postes d'entrée, comme EC, EC4, EC5, PM4, PM5, FS1, par exemple, et les concours qui se font assez régulièrement, y compris pour recruter des nouveaux agents du service extérieur. Et c'est vrai que c'est plus difficile mi-carrière. Mais je vais vous dire, je suis à Affaires mondiales depuis 15 ans. Euh, J'avais 5 ans de carrière dans la fonction publique avant d'arriver.
à Affaires mondiales. Donc, j'étais à Environnement Canada pendant euh, un an et demi. J'étais à ISDC pendant 3 ans euh, avant d'arriver à Affaires mondiales. Donc, c'est possible d'arriver à Affaires mondiales après avoir commencé ailleurs. Je n'étais pas encore cadre à ce moment-là, mais c'est possible. Il y a des échanges qui se font entre notre ministère et d'autres ministères. C'est vrai que, par exemple, ce n'est pas en arrivant à Affaires mondiales dans la première année qu'on va avoir un poste à l'étranger. Et ça vient après qu'on aura passé un peu de temps dans les bureaux géographiques, par exemple, qui s'occupent du terrain, qui travaillent avec le terrain, et puis les cycles continuent, puis on peut, à un moment donné, appliquer pour les postes à l'étranger et les avoir. Évidemment, il y a des postes qui sont faciles à avoir que d'autres à l'intérieur du ministère. Les postes des pays fragiles, les postes où on ne peut pas voyager avec la famille parce que du point de vue de sécurité, c'est compliqué. Ces postes-là, si on est ouvert à les prendre, une chance de pouvoir partir à l'étranger que si on refuse de les prendre parce que c'est surtout les diplomates de carrière qui vont avoir accès aux postes élevés en Europe, aux postes élevés sur le continent africain. Donc, en, en quelques mots, oui, c'est possible d'entrer à Affaires mondiales et devenir un agent du service extérieur, même si on n'a pas commencé sa carrière de fonctionnaire à Affaires mondiales. Mais c'est vrai que c'est plus compliqué, plus on est avancé en termes de carrière. EX1, EX2, on peut entrer au niveau corporatif et cheminer vers le cadre de service, vers le service extérieur. On peut travailler en finance, en ressources humaines et pouvoir appliquer. Une fois qu'on est à l'intérieur du ministère, on est en mesure d'appliquer. Maintenant, avoir ces postes-là, il y a l'exigence d'expérience, l'exigence linguistique, et puis avoir tout ça. Mais c'est possible. Donc, ne vous laissez pas décourager. Surveillez les concours qui se font à Affaires mondiales Canada, que ce soit au niveau entrée, poste d'entrée ou au niveau plus élevé. Alors, how are we doing with time? Il nous reste du temps pour prendre une autre question? Adair, est-ce que je peux juste préciser Il une reste chose trois aussi? minutes. Donc, je Ce n'est demanderai pas une, absolument. ce n'est pas une réponse à la question qui Vas-y, vient d'être vas-y, posée, mais non, Mélanie. je voulais juste faire un petit shout-out pour si jamais certaines personnes sont intéressées pour rejoindre le personnel des Nations Unies. N'hésitez pas à regarder le programme des jeunes administrateurs. Young Professional Program, c'est un concours qui a lieu tous les ans. Donc, il y a une liste spécifique de pays et de compétences qui sont autorisés à postuler chaque année. Donc, regardez, il y a une limite d'âge, il y a des limites de multiples types, mais n'hésitez pas à regarder, c'est intéressant. OK, donc on peut prendre une dernière question. Et donc, on va prendre celle-ci. Je suis d'avis que le retour au bureau en personne empêche les habitants des zones rurales d'accéder aux postes clés gouvernementaux, contrairement aux habitants des grandes villes. Ça, ce n'est pas une compétence que l'on peut développer. Tout le monde n'a pas la volonté ou également la capacité de s'installer dans les métropoles. Alors, on fait quoi? Je vous accorde chacune 40 secondes pour répondre. Euh, Catherine, mais Euh, je dirais, oui, vas-y, Catherine. Ok, je pas beaucoup, bon, beaucoup de conseils, surtout parce que moi, personnellement, je travaille pas dans le gouvernement, je travaille pour ePolitical et donc, comme j'avais raconté, on a pour le moment ce système de travail hybride, mais personnellement, j'ai grandi dans une zone rurale et je trouve que quand il y a la possibilité d'avoir un système hybride ou en ligne, c'est très bien pour l'ouverture des possibilités.
Mais de l'autre côté, j'habite maintenant à Londres et donc j'ai aussi trouvé que bon, quand c'est possible, ça peut être bien de faire l'expérience là aussi. Et donc, je veux pas parler Mhm. pour le gouvernement, surtout pas le gouvernement de Mhm. Canada, mais ça, c'est juste mon expérience personnelle. Et donc, je relate beaucoup de cette question. Mhm. Mélanie? Moi, j'aurais beaucoup de mal aussi à parler pour le gouvernement canadien, pour les membres du gouvernement canadien. Mais ce que je peux, non, ce que je peux dire par rapport pour ici à New York, par exemple, en fait, c'est un petit peu particulier parce que c'est la ville vraiment citadine par excellence et en même temps, beaucoup de gens habitent dans des milieux presque, peut-être pas ruraux, mais enfin dans des contextes presque de campagne, parce que dès qu'on on prend un train, etc., on est très vite sorti de la ville, on est très vite très loin dans le Connecticut, New Jersey, etc. Donc il y a beaucoup de staff des Nations Unies qui n'habitent pas dans New York même, parce que euh, alors oui, il y a une différence pour ces gens-là qui doivent venir en présentiel parce que le temps de trajet est plus long. Mais il y a aussi des avantages à vivre loin d'une ville. On a plus d'espace, on paye un loyer plus petit, etc., etc. Voilà, my Mhm. two cents. Oui, alors, ouais, moi aussi j'ai beaucoup de sensibilité, de sympathie pour cette perspective. Une fonction publique doit refléter toutes la- toutes les types de vie que au sein de la population qu'on représente, toutes les communautés. Donc, est-ce que la fonction publique est suffisamment diverse quand c'est les citadins qui y ont surtout accès? Ça, c'est un enjeu, mais d'autre part, supposons que qu'on parle d'Affaires mondiales Canada, euh, c'est un ministère qui, soit on travaille à la centrale pendant qu'on se prépare pour aller à l'étranger ou on est à l'étranger. Donc, c'est pas un ministère qui peut se permettre d'accorder la flexibilité à l'ensemble de son personnel de pouvoir travailler d'où ils veulent. Parce que, donc, même en étant à la centrale, se préparer à aller à l'étranger veut dire aussi qu'on devrait être au bureau le plus souvent possible. Donc, c'est très difficile de réconcilier ces deux perspectives-là, mais c'est vrai que on doit continuer à réfléchir sur comment représenter euh, toutes les sensibilités, toutes les tendances, tous les choix, toutes les communautés au sein de notre fonction publique pour qu'elle soit vraiment représentative de ce concert comme employé, comme fonctionnaire. Alors, je pense que c'est là qu'on va s'arrêter. On n'a pas pu prendre toutes les questions, malheureusement, mais je pense qu'on a fait de notre mieux. On a maintenant assez largement dépassé le temps qui nous était imparti. On est 3 minutes après l'heure. Il me fait plaisir de remercier les panélistes pour avoir consacré leur temps à préparer cette séance. Catherine Weber et Mélanie Prudhomme. Je veux aussi remercier euh, les jeunes fonctionnaires qui ont mis sur pied ce programme, qui m'ont invité personnellement à modérer cette séance. Il est un peu plus tard ici, il est 9 heures du soir par rapport à où vous êtes, mais il m'a fait très plaisir de faire cette séance avec vous. Merci à tous ceux qui ont assisté. Merci pour toutes les questions, celles auxquelles on a pu répondre et celles auxquelles on n'a pas pu répondre. On espère peut-être mettre des liens dans les chats qui vont pouvoir aider à trouver réponse à certaines de ces questions. Au revoir. Merci beaucoup.